C'est une icône, c'est une légende du monde automobile. La 205, c'était le mythe. Tous les beaux gosses avaient une 205 GTI, quoi. Tous les beaux gosses. Tout le monde parlait de la 205. Mon papa a été toute sa vie chez Peugeot. À cette époque-là, il y avait encore presque 40 000 salariés sur le site de Sochaux. Il y avait quand même une attente du succès de cette voiture pour sauver l'entreprise. Avec mes sœurs, on a toujours grandi avec ma mère. Mon père, il travaillait, il a toujours travaillé comme ça, il a toujours enchaîné des boulots. Jusqu'à ce qu'on partage ensemble la mécanique, on partageait pas forcément grand-chose. Et du coup, le projet 205, c'est de restaurer une voiture, mais en fait, c'est plutôt de retrouver quelque chose qu'on a peut-être perdu dans la famille. Projet 205, ouais, c'est ça. Notre famille, si c'était une pièce de 205, une roue. Si c'était un organe, les poumons. Si c'était un objet de famille, une clé. Si c'était une plante, une rose. Ou un pot d'échappement. Mais je pense qu'après, je lui ai demandé la vraie... En 96. Il a eu cette voiture en 1996. Je lui ai demandé à papa... En mai 96. Je lui ai demandé à papa s'il pourrait me raconter l'histoire. Bah, va le chercher. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Je fais pas de bêtises, moi. Pas de bêtises. Je voudrais que tu me racontes l'histoire de la 205. Ah bon? Parce que j'arrête pas de te demander, mais t'es trop occupé par le garage. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux savoir sur la 205? Bah, tout. Jette ta voiture, la 205. Je la vends parce que ta sœur est née. Et qu'il faut un peu de sous pour se mettre en ménage. Et à partir de là, eh ben, une 205. Je la vends au voisin de mon père. Un voisin qui l'a gardé chaudement. Puis voilà, puis quelques années plus tard, quand je repasse par là-bas, je vois une voiture dans le fond de la grange. Et j'étais voir cette personne-là, savoir si c'était toujours ma voiture. Et c'était ma voiture. Et je rachète ma voiture 24 ans plus tard. Mais c'est toujours la même. C'est toujours la même.
Je la remonte d'origine, comme si elle sortait de l'usine. Il faut qu'elle soit neuve et en famille. On va rester là si tu veux, tu nous diras après. Qu'est-ce qu'il faut enlever les portes? Eh ben je vais m'occuper du haillon? Du haillon. D'ailleurs le faisceau a déjà été enlevé là. Oui. Ah c'était bricolé ça. Ah oui, non, ça j'en mets des neufs. Voilà. Bah non, on enlève tout. Ah oui. Même la carrosserie. Bah oui justement oui. Les ailes avant. Bah c'est le les principe de la pare-chocs. restauration. Il n'y aura plus de voiture en fait. Non, on la démonte. En fait, papa, il n'y aura plus de voiture, il n'y T'as aura pas que ce qu'on les pense. pneus. Même pas. C'est une blague. Non. Par contre, moi, je démonte les pneus. Tu veux démonter les pneus? Oui, Tu veux démonter les pneus? oui, Bon, bah, je vais te donner ce qu'il faut. je sais qu'il y a. Il faut prendre le cric. Bah oui, je sais. Va le chercher Roman, c'est le jaune, il faut le jaune. C'est bon. Bah mets-toi sur le point d'ancrage arrière, tu sais au niveau du bas de caisse, et puis commence à lever la voiture. Mais je te jure, Allez force, force! on se lève la voiture, hein. Oui, tu l'as la voiture. Ah, bah, je sais pas, mais j'ai peur de casser la voiture, moi, donc. T'as peur de casser la voiture? Ouais, j'ai peur de me faire engueuler. T'as pas autant de force, hein? Si j'ai la force. Vas-y, encore? Il faut que je. Ok, nickel. C'est bon? C'est bon. Voilà. Allez, on enlève la roue. Tac. Mon père, c'est pas quelqu'un qui parle très facilement de ses sentiments. Il pleure pas, il dit pas qu'il est triste, il dit pas qu'il est heureux, il dit pas qu'il est faible, il dit pas qu'il a des problèmes. Parce que je sens bien que parfois il me parle, toi on en reparlait, de tout ce qu'il a modifié techniquement, comment il a fait, comment si. Et ça, entre nous, on sait ce que ça veut dire. Le fait de partager tes hypothèses, tes réflexions, tes recherches, comment t'as fait, ça c'est très important pour nous. Moi, au début, j'ai pas forcément d'attrait, ni forcément la passion pour ce côté mécanique, côté carrosserie, enfin tout l'entretien du véhicule. J'aime les voitures, je pense comme tout le monde, mais comme c'est un objet, tu vois. C'est joli, ça roule vite. Je suis impressionné par l'ingénierie qu'on est capable de faire. Comme tu vois la Chiron qui roule à 400 km/h, c'est aberrant, mais je suis impressionné par cette ingénierie-là, tu vois. Et au début, moi, j'ai pas du tout d'attrait pour ça. Hein. J'ai beau être né, tu vois, dans une famille où de père en fils, on se fasse un peu le flambeau. Moi, j'ai pas du tout. Moi, je suis passionné par l'économie, je suis passionné par ce qu'est l'ingénierie. D'ailleurs, ça a été les 2 points centraux dans mes études. Et en fait, à un moment donné, tu grandis, tu te réveilles, tu vois ce que c'est que la valeur de l'argent. Tu te rends compte de tous les sacrifices que font tes parents, tu sais, pour t'apporter un peu de confort.
Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Faut que je l'aide, tu vois. Faut qu'au minimum, je puisse l'aider les week-ends, les vacances, les jours de repos. Faut que je puisse au moins l'aider. Le minimum que je peux faire, tu vois, c'est toujours ça que lui, il aura gagné. Voilà. Je sais pas, c'est un paquet. Je peux pas... Maman, faut que je raccroche. Non mais c'est... Elle est en stress parce qu'elle a pas de fève. C'est pas une folie, ça. Ah, mais un boulon. J'ai une fève. Je crois que je vais lui ramener pour la blague. Ou une bougie. Je vais lui ramener une bougie. C'est la troisième fois qu'elle m'appelle aujourd'hui parce qu'elle a pas de fève. Un peu déformé, mais... En plus, je lui ai dit que j'en avais trouvé, j'ai complètement zappé. Fallait en acheter un. Mais non, mais c'est la fève c'est la guette des rois des mécanos. Donc il faut trouver une clé dedans. Ah, va pas rigoler. Hein. Non, ça va pas la faire rire, c'est sûr, ça. La pompe à eau était pas vieille. T'as la grande qui est juste ici. Oui, regarde. Regarde. Avec le temps, tu vois, regarde. Mais non, les vibrations, t'es pas censé mettre des vibrations là-dedans. Hein. Faut les mettre dans l'ordre par contre. Côté vélo, on a fait côté vélo, ce Ça. côté-là. Non. Si. Là, on est côté volant moteur. Volant moteur. Je te dis, côté distri, c'est ici. Oui. Eh ben, côté volant moteur, c'est là, donc il est posé à sa place. Une chemise. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Côté distri de ce côté-là, voilà. Bon, ben voilà, hop. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà, je trouve ça mieux. Tu vois, avec un léger espace, qu'on voit bien que là, t'as un piston, un deuxième. C'est des pièces qui vont ensemble. Elles vont tellement ensemble que normalement, il y a une règle tacite quand tu remontes le moteur, t'es censé remettre la soupape là où tu l'as démontée. Projet 205, ouais, c'est ça. Et que toi, que je ressente le sourire qu'il avait quand on roulait à 6000 tours. En fait, lui, il souriait. Faire plaisir à mon père. Qu'il retrouve... Qu'il oublie un peu tous les soucis du quotidien. Qu'il oublie tout ça. Mon papa a été toute sa vie chez Peugeot et il a eu aussi des 205 GTI. Il est décédé quand j'étais petite, mais vraiment petite. J'avais 9 ans. À travers cette voiture. C'est une partie de l'histoire avec mon papa que j'aimerais conserver. Le Portugal, c'est une institution. Tous les mois d'août, c'est au Portugal. C'est un long trajet, il y a 1800 km. Mais c'était la manière de voyager à l'époque. On faisait tous les trajets en voiture. Ça prenait pas mal de temps. À la période où c'était mon papa qui conduisait, le but c'était d'arriver au pays. Donc on s'arrêtait peut-être 2 heures pour dormir en Espagne et c'est tout. Et dès qu'il disait à sa famille « Oh, on a fait le trajet en 17 heures », il était tout fier. Nous, on n'en pouvait plus, on était fatigués. L'ambiance, mon papa fumait, il faisait très chaud, on n'avait pas de climatisation. On était tous excités de retourner au Portugal, donc on discutait beaucoup, on mettait de la musique. À un moment donné, on n'en pouvait plus, on s'endormait. Et dès qu'on se réveillait, c'est « On arrive à quelle heure ?» Autant dire qu'il y avait encore une demi-journée de voyage au moins. Donc, Et nous, on adorait regarder les voitures qui passaient, essayer de les reconnaître, faire coucou aux gens en voiture. Toute la partie du Portugal, on devait la faire sur une route qui était en gros sur la montagne.
Donc on était vraiment haut, on descendait et il n'y avait pas de... Moi je me souviens qu'il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de garde-corps en fait. Donc quand la route était serrée et qu'on voyait ce qui se passait à côté, c'était pas agréable. C'était pas l'idéal. Maintenant, oui, c'est tout beau, tout neuf. Il y a une autoroute, l'IP4, qui rejoint directement Porto. Mais heureusement qu'ils ont fait ça. Et on n'avait pas ça dans les années 90. Je me souviens de l'ambiance du retour des voyages du Portugal, principalement parce que, en fait, il y avait les 2 parents devant, il y avait les 3 enfants derrière. Mais vu qu'on revenait du Portugal, on ne revenait pas les mains vides. Donc, en fait, il y avait les caisses de Porto derrière les sièges, puis nous, on dormait sur les caisses de Porto. Et on mettait des couvertures pour amortir, pour que ce soit un peu plus confort, mais quand même. L'odeur, déjà on avait l'odeur du cendrier qui était plein mais pas vidé. Ça on l'a plus. L'odeur des plastiques aussi, c'est un peu particulier. Maintenant on n'a plus des intérieurs qui ont cette sensation-là. Et les départs c'était difficile. Je me souviens qu'on était les 5 dans la voiture, on repartait. Comme d'habitude, on fait coucou aux grands-parents en repartant. Et moi, j'ai cette image-là de les voir en fait nous faire coucou. Et je me souviens que je m'étais mise à pleurer. Et mon papa, il se retourne. Et il dit, mais il commence à engueuler mon frère et ma sœur. Mais vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous l'avez pincé? Je dis, non, on n'a rien fait. Et en fait, non, c'était juste le souvenir du fait de devoir partir de là-bas. En fait, il fumait beaucoup et il a eu un cancer des poumons. J'avais 9 ans, donc j'étais encore toute petite. Penser à lui, c'est tous les jours, ça ne change pas, ça, malgré les années. J'ai que des bons souvenirs de mon papa, parce que c'est lui qui m'a transféré cette passion de la voiture. Quand ils sont arrivés en France, donc en premier c'était mon papa, il parlait que portugais, ils ont dû apprendre le français. Il y a toujours le petit accent portugais, forcément. Ma maman, son but, c'est que ses enfants soient heureux. Et quand je lui ai expliqué que je voulais dessiner des voitures, bon, au départ c'était un petit peu surprenant. J'avais 14 ans, 13 ans. Elle a découvert qu'il y avait peu d'écoles qui le faisaient, que les conditions pour y accéder c'était difficile sur concours. Et la scolarité chaque année était très très chère. Elle était maman seule avec 3 enfants. Elle a vraiment mis les bouchées doubles et beaucoup travaillé pour justement pouvoir me financer aussi un logement, les études, tous les coûts qui étaient amenés à ça. Elle s'occupe d'adultes atteints d'autisme. Elle faisait de longues heures, parfois des soirées aussi. En ce moment, je suis designer automobile chez Bugatti Rimac, dans l'équipe de design intérieur, principalement pour créer et dessiner la Bugatti Tourbillon. Je m'occupe de l'individualisation de la Bugatti Tourbillon avec les clients, principalement l'intérieur et le volant et le compteur. Donc amener des finitions auxquelles ils aspirent et ils rêvent, et nous on fait en sorte que le rêve devienne réalité.
La 205 en elle-même, le design extérieur, il était relativement simple avec de grandes baies vitrées, donc on voit très bien quand on est installé dans cette voiture tout ce qui se passe autour de nous. Il fallait qu'elle plaise, mais aussi en termes d'utilisation, donc c'est une voiture quand même assez pratique aussi. Après, ce qui différencie la GTI, et je pense qu'ils ont réussi à amener une touche sportive avec ce design de la GTI sur une voiture qui était populaire. L'intérieur de la 205, on le ressent directement quand on s'installe derrière le volant. Les portes, c'est du papier, c'est fin, c'est léger. Il en fallait le minimum possible. Et aussi la moquette rouge. Ce qui est le plus beau dans cette voiture. Hein. On ouvre la porte. Voilà une bien belle GTI. Moi, j'identifie déjà un 88-89. À l'œil de l'expert. Hein. Ouais, c'est ça. 89. Elle est d'origine pour moi. Hein. Ouais. Peinture et tout, on voit Vu qu'elle n'est pas restaurée, elle est telle quelle. Donc, garder la patine, mais en faisant les réparations. Quoi. Exact. Ceux qui connaissent, ils repèrent tout de suite qu'on est sur une bonne base. On voit qu'elle n'a pas été repeinte, que tout est d'origine. Et ça, c'est forcément, il y a des très belles voitures, mais les autos non restaurées, oui, forcément, le temps passant, ça va forcément, il y en aura de moins en moins. Donc ça a une autre valeur qu'une auto restaurée. C'est sûr que la mienne, je l'ai refaite, c'est beau, mais c'est pas la même, c'est pas le même attrait. Mais par contre, la reprise, même sur l'autoroute, c'est incroyable. Hein. Ça fait que 850 kg, donc 130 chevaux à 130, si tu remets gaz, c'est sûr que l'aiguille, elle y va. Hein. Ah oui, mais c'est agréable pour ça. Et à chaque fois, je suis comme une gosse, j'ai une grande sourire quand je vois qu'elle avance. Et les gens voient une 205, ils se disent, mais elle va pas avancer avec son vieux truc. Autour de Sochaux, Hérimoncourt, Seloncourt, Vendoncourt, beaucoup de cours, parce que c'était la cour de ferme. C'est pour ça que les villages s'appellent comme ça. Et puis ici, on est plus dans le Han, Issant, Alondan, Semondan. On va sur la Haute-Saône, les patelins Verlure, Mignavillers, Laumont, Courmont, Saint-Germain. Voilà, c'est les endroits où les bus allaient ramasser les ouvriers pour être à l'heure à l'usine à 5h du matin. La région, c'est Peugeot. Parce que quand même depuis 1810, il y a des usines Peugeot. Au départ, d'ustensiles, de scie, de laminage à froid et après les automobiles. Il y avait un monde autour, il y avait les usines d'outillage, il y avait des magasins de ravitaillement. On vivait Peugeot du matin au soir et l'agglomération était majoritairement faite de salariés de Peugeot Sochaux, même si les gens venaient de très loin des campagnes environnantes. Il y avait tout un service de bus qui allait chercher jusqu'à 60 km à la ronde des ouvriers, voilà, qui a duré jusqu'il y a 6-7 ans, quoi. Le doux bruit du moteur 104. Ça, c'est une sonorité qui a marqué mon enfance quand même.
J'avais 12 ans quand la 205 est sortie et du coup, quand on a croisé la première fois une 205 en février 83, on avait limite croisé la 7e merveille du monde, quoi. Hein. En tant que fils d'employé de Peugeot Sochaux, il y avait quand même une attente du succès de cette voiture pour sauver l'entreprise. À cette époque-là, il y avait encore presque 40 000 salariés sur le site de Sochaux. Et il y avait encore le paternalisme, il y avait des magasins de ravitaillement qui s'appelaient des ravis. Alors tout le monde vivait Peugeot, on avait le vélo Peugeot, la mobilette pour aller à l'école ou au boulot le matin, les outils Peugeot, l'électroménager Peugeot, la voiture Peugeot. Tout le monde parlait de la 205. Mes parents habitaient un petit immeuble de 6 appartements et quand il y en a un qui ramenait une voiture neuve, surtout la première, ils disaient « Ah, t'as la nouvelle ». On avait la nouvelle, c'était l'événement, quoi. Aujourd'hui, c'est très dilué tout ça, quoi. Et puis, à l'époque, c'était Peugeot Sochaux. Donc pour rentrer à Sochaux, il fallait avoir une Peugeot. Que mon père racontait, ben, ça y est, ils ont autorisé les Citroën à rentrer sur le site. Donc on trouvait ça la fin d'une histoire. Mais bon, aujourd'hui, il y a 5000 salariés. Il y a 40 ans, il y en avait 40 000. Donc voilà, le monde évolue, il faut l'accepter. Même si c'est pas facile tous les jours dans certains cas. Voilà. Alors on dit plus de la mélancolie en fait parce que c'est une époque où quelque part on avait rien, mais on ne manquait de rien non plus. On n'avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais on était heureux. Le temps passait un peu moins vite qu'aujourd'hui où tout doit aller. C'est tout pour tout de suite, c'est tout faut répondre dans l'urgence avec ses téléphones et tout ça qui rendent service. Hein, on est bien d'accord, mais quelque part on avait le temps de vivre. Aujourd'hui, on l'a peut-être un petit peu moins. Et rouler en 205 aujourd'hui, bah, du coup, on prend le temps, on se promène un petit peu. C'est agréable aussi. Et on n'est pas pressé, même si la voiture, elle peut rouler aussi vite qu'avec une moderne et tout. C'est pas le but. On va se promener, on va rouler gentiment, on regarde le paysage. Tiens, t'as vu, il y a ça, machin, etc. Ce qu'on fait pas avec une 208. Donc c'est aussi un retour à une certaine notion du temps. Et j'ai fait mes 40 années de travail chez Peugeot. Aujourd'hui, ça se verra plus. Ça. Des gens qui vont être 40 ans dans la même usine, je crois que ceux qui feront ça, ça sera des extraterrestres. Hein. Sur la 205, quand j'étais en ligne, j'avais le poste des pare-chocs avant, pare-chocs arrière, le poste des tuyaux de frein, on avait les joints de porte. Ouais, aujourd'hui, on a tellement externalisé tout ce qu'on faisait sur les voitures. Les moteurs, tout ce qui était fonte et tout, c'était fabriqué chez nous. Hein. L'outillage aussi, tout est parti en Chine, au Japon. Aujourd'hui, c'est une usine d'assemblage comme toutes les autres usines. Et quand j'ai quitté il y a maintenant 7 ans, on n'était plus que 7000 en gros. Puis, socialement parlant, vu comment on fait travailler les gens aujourd'hui, ça n'encourage pas les gens à vouloir travailler. Quoi. Les cadences sont trop rapides. Paraît-il, ils vont encore augmenter. Et on est au taquet, comme on disait. À un moment donné, on s'arrête de vouloir toujours plus. Quoi. Nous, sur la ligne, il y avait le bruit des machines, c'était un ronronnement. On avait l'habitude de ce bruit-là. C'est vrai que quand tu arrives dans l'usine puis que tu n'entends rien, t'as l'impression que c'est le désert. Quoi. Quand ton usine elle est à l'arrêt, c'est pas vivant. Quoi. Quand ils ont tout enlevé, qu'il n'y avait plus rien dans l'atelier, je pense que là, tu rentres là-dedans, tu pleures. Quoi.
Là, il n'y a plus rien. Là. Ils sont en train de mettre des cailloux, ils sont en train de faire du terrassement. Là. Ils vont attendre que les terrains soient achetés par des entreprises qui vont venir, soit des start-up, soit sur le site. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Quand je passe sur l'autoroute, j'essaye de ne pas tourner la tête à droite parce que quand tu vois qu'on t'a volé ton usine, en fin de compte, j'ai fait plus de la moitié de ma carrière dans ce bâtiment. Là. Donc c'est vrai, quand tu passes là et que tu vois qu'il n'y a plus rien, ça fait mal quand même parce que tu as passé ta vie là-dedans, quoi. Ouh là, des 205, j'en ai eu 15, 16 ou 17. Mon fils, il a 24 ans, il en a 3 des 205. Le nombre de 205, là, il y en a minimum 500. Ça, c'est à la pièce, mais il y en a, elles sont complètes. La plus grande partie, elles sont là. Regardez comme elles sont bien rangées. Tout ça, c'est tout de la 205. Je vais aller ranger des autos là-bas. Par jour, en gros, une vingtaine. Les camions, enfin, à décharger, pas le décharger, recharger. Mais à manipuler, c'est des centaines par jour. Entre la ferraille, les fins de vie, le rangement des autos, les ouvriers approvisionnés, c'est minimum 200, 150 voitures à 200 par jour. Dans la famille Jacot, je pense que c'est le travail. On a beau être passionné par l'automobile, partout, on est passionné par le travail, on a été élevé dans le travail, on s'éclate dans le travail. Voilà, et ma maman a beaucoup travaillé toute sa vie. Et elle a élevé 8 enfants, donc c'est ce que c'est que 8 enfants dans les années 60, c'est énorme. C'est pas les machines à laver, c'est laver dans les lavoirs. Donc vraiment, elle travaillait de 4 h du matin à 10-11 h du soir. On a été élevé sans jamais assis en dehors du repas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se mettre sur une chaise, on nous disait « t'as rien à faire ». Mais depuis tout petit, c'était comme ça, Puis nous, on trouvait ça naturel, quoi. Donc on s'asseyait pour manger, mais du matin au soir, on pouvait faire la culture, aller faire du foin, ramasser les bêtes, rentrer, traire les vaches. Moi, je trayais les vaches avant d'aller à l'école, et je trayais les vaches en rentrant le soir, en rentrant de l'école. Là, je vais faire les dunes. Laisse-la voir aller à l'accélérateur sans toucher. Sans toucher. Touche pas. Là, si tu veux freiner, pour pas qu'elle aille vite, tu freines tout doucement à peine. Voilà, comme ça. Reste le pied sur le frein, elle va pas caler. Freine. Et là, tu passes où? Ouais, débraye alors, débraye. Là, par contre, là, je peux passer là-dessus. Tu arrives à tourner là? Oui. Voilà. Vas-y. Derrière, tu freines dans le trou. Hein. Freine, voilà. Laisse-la aller. T'énerve pas. Tout doucement. Voilà, comme ça, je veux. Comme ça. Voilà. Tout doucement. Là, voilà, t'enlèves le pied, tu la laisses aller. Tu suis un petit coup pour pas qu'elle cale. Voilà. Hop. Doucement. Passe bien là. Voilà. Passe là. Là. On a loupé la route, mais c'est pas grave. Je passe par là. Non, on va passer par là, mais là, c'est bon.
on travaille en famille. Je travaille avec un oncle qui a 81 ans, avec un cousin de mon papa qui travaille dans l'entreprise depuis que je suis née, mon frère, moi, mon mari, ma belle-sœur. J'avais 18 ans. Quand mon papa m'a dit voilà, j'ai une idée, j'ai envie de faire plaisir à tous ceux qui m'ont soutenu sur le Dakar, les emmener avec des petites voitures de monsieur, madame, tout le monde dans le désert. Oh, j'ai dit c'est une super bonne idée. J'ai dit mais attends, mais moi j'ai un projet scolaire à faire. Oh, ben vas-y, on y va tous les deux. Voilà. Alors, du coup, je vous ai fait à peu près d'où venaient les équipages, etc. Donc, l'âge moyen du groupe, c'est 44 ans. Ah, quand même. Ah ouais, vous aviez des petits vieux. Ouais. Avec vous, ça n'a pas descendu la moyenne. Non. On a la Paulette. Et la provenance, on a Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie, Paris, Gironde, Haute-Savoie, PACA et Haute-Marne. L'objectif, c'est de savoir comment nous, on s'intègre dans l'événement de la première nationale du 205 qui aura lieu du 26 au 27 juillet. À Villars-sous-Écot, un événement 205 où ce qu'on veut là, c'est à ce jour-là, on fait un rassemblement et on veut que vous veniez parce que on va passer un bon moment autour d'un feu et qu'on veut faire un bivouac et qu'on veut passer une bonne soirée, un bon week-end tous ensemble. Ils ont déjà 600 inscrits. Est-ce que chacun vient avec une 205, je sais pas, mais... Pose une rando, hein. On propose une rando. Oui, avec roadbook. Ouais, tout à fait. Tout à Pour fait. celui qui a une 205. Bivouac, ambiance de folie, concert, expo, 100% passion, je mettrais même pas 205. Présence de la légendaire 205 Turbo 16. Ce qui a amené tout ça, c'est que j'ai eu la chance d'acquérir le 205 Turbo 16. Hein. Ça date de 95, par là, je pense. Faire un tour avec ça, c'était le summum, quoi. C'était ceux qui avaient la chance de monter dedans et puis que je les emmène faire un tour, il y en avait pour toute sa vie. Hein. Il n'est pas de cheveux blancs, hein. Il y a qu'elle qui change pas, en fait. Oui. Quand j'ai fait le Dakar, j'ai été vraiment soutenu par la population. Énormément de gens m'ont aidé, sont venus me voir. Donc moi, quand j'étais dans les dunes, dans des paysages magnifiques, je me suis dit, il n'y a pas que moi qui dois profiter de ça. Alors en rentrant, je me suis acté sur le 205 Africa Red, et notamment pour récompenser tous les gens qui m'avaient aidé. Et toutes ces personnes-là sont venues dans les premiers 205 qu'on a fait pendant une dizaine d'années. Les premières 205 qu'on a emmenées sur notre raid, il y en a que les gens les avaient achetés 100 €, on fait tout le raid et sont venus avec. C'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Je disais que je suis né dans une 205, c'est parce que je suis né là, la maison de mon papa est au milieu de l'entreprise, donc c'était les samedis, c'était pas on allait voir les copains, il fallait démonter 42 moteurs comme ils nous disaient quand on était petits, avant de pouvoir aller se promener puis aller dans le village avec les copains. Mais on a démonté des autos, maintenant les 205, je te la démonte, je te la remonte les yeux fermés. Je devais avoir 10-12 ans, dans les années 98-2000. Je partais à l'école et puis ça faisait, je sais pas, peut-être une semaine qu'il avait les Turbo 16, qu'il avait acheté les Turbo 16 et qu'elles étaient ici. Et du coup, j'arrive là, il était déjà avec des clients. Je rentre dans son bureau puis je lui dis, papa, tu m'emmènes faire le Turbo 16, faire un tour, tu m'as encore pas emmené. Et puis, pas je le dérangeais, mais bon, il était peut-être en négociation, je sais pas, à l'époque. Puis, il me dit moitié oui, non. Pas un oui, pas un non. Puis je dis, je la démarre, je la fais chauffer en t'attendant. Arrête. Je fais chauffer la 250 en attendant. Et il m'a dit texto, si tu arrives à la démarrer, je te la donne. Donc moi, je suis ressorti du bureau. Je me mets dans l'auto, appuie l'embrayage à fond. Tirer la tirette de contact, puis le bouton démarreur. J'ai mis 2 coups de démarreur, il est sorti. Les bras en l'air du bureau, il dit, arrête, tu vas me la noyer, arrête. Il pensait absolument pas que j'allais trouver comment on faisait. mais on avait déjà la malice, on savait déjà comment ça marchait. Puis, mais bon, on n'a quand même jamais signé la session pour me la donner. Je l'attends toujours. T'arrêtes, je vais t'enfermer au bureau. Wow. Mais bon, après, j'ai quand même fait le Dakar historique avec la Turbo 16.
Quand on a démarré le 205 Africa Raid il y a 20 ans, moi j'en avais 16. Qu'au début, on partait, on était 25, 205, alors qu'aujourd'hui on est 150. Et sur le rallye, je suis ouvreur. Donc j'ouvre la route le matin. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment ma sœur qui gère ça à 100%. Et donc, voilà ma 205, le cabriolet, couleur sympathique. Je me suis fait là, carrément un tableau de bord sur mesure avec mes supports, tablettes, etc., outils de navigation. C'est mon porte-gobelet, boire l'apéro dans le désert. Là, j'ai mes briquets scratchés. Qu'elle est atypique, elle est à mon image. C'est mon cab du désert. Vatanen faisait le Dakar. Un jour, il passe à côté de nous, il est venu, il a dit bonjour parce qu'il est très avenant par rapport à d'autres qui sont guindés, casqués dans leurs trucs et puis qui viennent jamais voir les lambdas. Donc nous, on était des amateurs. Puis un jour, donc, il est tombé en panne en Mauritanie. Je l'ai dépanné et je l'ai tracté sur 300 km. Donc, et de nuit, donc une grande partie de nuit, parce qu'il fallait rejoindre absolument l'étape, parce que le lendemain, tout était fini si on ne rejoignait pas. Donc, sinon, il était disqualifié. Et puis nous aussi. Je l'ai amené jusqu'au bout. Et j'ai eu un compliment. Il m'a dit « Oh, toi, tu es un bon pilote », avec son accent. Je me rappellerai toujours. Ah, il me dit « Je me rappellerai toute ma vie de la publicité des panaches 70 derrière », il m'a dit. Puis c'est comme ça qu'on a été très amis. Et puis c'est resté jusqu'à aujourd'hui où on est des amis, quoi, voilà. Partir comme ça, comme on a fait au premier 205, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis tout le monde était content. On voit que les gens ont un sourire, mais jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, tellement on leur a procuré du plaisir. On va dans le désert et on va tout au fond de soi. Pour la petite histoire, ici, je me suis fait arrêter par les gendarmes en 205. J'ai dû appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. Là, il me dit, votre 205, elle va bien. Moi, je me suis pas démontée. Oui, vous voulez l'essayer? Alors, où est-ce qu'elle est? Non, 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 Marie. Ouais, c'est pas mal. Stop. Recule un tout petit peu, Pascal. Roue droite.
Bon, on va mettre... Oui, mais je veux pas les aligner en fait. Oui, mais je veux... Ah, tu veux dire qu'il faut l'avancer plus. Bon, après, ouais, stop. On broque. Les propriétaires de 205 à la base de France, mais finalement l'engouement a pris par-delà nos frontières. Vraiment, on veut faire un événement annuel de célébration pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de monde, on a un peu plus de 1000 inscrits de partout en Europe, hein. On a des personnes qui se sont inscrites du Danemark, d'Autriche. Et après, on a bien sûr tous les clubs français qui ont répondu présent, hein, GTI Club de France, le 205 Classic Club, les 205 du Sud, et puis tous les autres qui vraiment ont fait la route. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir parce qu'on voulait un événement fédérateur et qui rassemble vraiment tout le monde. Il n'y a pas une 205 qui est la même. Elles sont toutes différentes. Des pays, des importations, des finitions différentes, des teintes différentes. Il y avait des millions de 205 produites. Tu as des toits ouvrants sans toits ouvrants, tu as des clignotants orange, tu as des blancs, tu as des importations, des longues portées blanches ou jaunes. La mienne répétiteur sur les ailes, il n'y en a pas. C'est ça qui est assez dingue. Un souvenir de 205 qui nous a marqué quand même pas mal au Maroc. L'année dernière. On est resté une demi-journée dans un trou. Heureusement, on avait un petit peu à boire, mais dans la panique, on a un peu oublié de boire aussi. Donc c'est Philippe Jacot qui est revenu nous chercher, qui a pris madame, qui l'a hydraté dans son 4x4 avec la clim et tout. Et moi, après on a ressorti la voiture, parce que j'avais une biellette de direction qui était cassée. Et c'est Harry Vatanen qui a ramené ma voiture au Biwak. Alors j'en ai les poils sous les bras. Qui se dresse. C'est merveilleux. J'aurais tellement voulu avoir une 205, donc c'est pour ça je regarde un peu par-ci par-là lesquelles peuvent m'intéresser pour en acheter une après. Mais je me rappelle étant petite, ça a monté dans la 205 et je me rappelle me mettre au volant et me dire plus tard j'en veux une. Et autrement, ouais, c'est plus tous les moments passés aussi avec les copains, quand ils montent dans la 205 qui sont comme des dingues. Enfin, vu qu'on a un peu bridé sur la vitesse, dans le sens où nous on a une génération, donc c'est pas une GTI où ça va comme une fusée, mais justement on peut vraiment accélérer, on a l'impression d'aller comme à 200 alors qu'on est juste à 90, et c'est ça qui est drôle aussi, et les copains justement s'en rendent pas forcément compte, ils croient qu'on est à 200 et non ça va, c'est tout doux. Non, c'est vrai que c'est vraiment une voiture où justement on a tous les souvenirs qui sont accrochés avec, donc c'est vraiment une voiture qui meurt pas, quoi, qui est là toute la vie. J'avais à peu près 6-8 ans et je suis monté dans la 205 Rallye de mon oncle, qui l'a toujours aujourd'hui, qui ne roule plus malheureusement. Et c'est un peu ça, ma première 205 que j'ai eue aussi, je suis monté derrière, c'était celle de ma tante, qu'elle m'a donnée pour mes 18 ans. J'ai croisé, je suis monté dedans aussi, une Roland Garros cabriolet, donc elle a toujours tourné autour de moi. J'ai une famille, les 205 du Sud, on rigole bien. Et la famille qu'on a choisie, c'est les 205, et c'est une grande famille de passionnés, de gentils, voilà. La vitesse, je la ressens partout. J'aime beaucoup la vitesse. Et aussi un retour à une certaine notion du temps. Jusqu'au plus profond de soi. J'oublie tout. C'est une partie de l'histoire. Retrouver quelque chose dans la famille.